Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de notre format Back Issues. C'est dans cette émission que l'on vous parle de bandes dessinées qu'on a lues avec l'ami Corentin ici présent. Ça va ? Ça va et toi ? Oui. Eh ben ça fait plaisir. Et toi ? Bah ça va tout autant. On a lu donc des bandes dessinées et on a envie de vous en parler, parfois pour vous en dire le plus grand bien, parfois pour vous dire moins le plus grand bien. On essaie un peu d'aiguiller nos lectures en fonction de ce qui sort, en fonction de l'actualité, même si parfois on a un peu de retard. Mais voilà, des titres dont on a envie un peu de discuter. Et puis après, si vous voulez les lire aussi, grand bien vous fasse. L'important, c'est de titiller votre curiosité et faire vivre aussi ces bandes dessinées, tout simplement, en parlant d'elles, que vous alliez les lire ensuite ou non. Mais on espère quand même que si on a aimé, en tout cas, on vous donne envie de vous y intéresser. Corentin, on a un petit programme, bien entendu, puisque c'est notre format habituel désormais. On se prend 3 BD pour un épisode format court, c'est-à-dire 1 heure maximum. Et après, et voilà, et comme ça, on essaie de vous en proposer le plus régulièrement possible. Oui. Par quoi commence-t-on, Corentin ? Comme tu veux. Ah non, c'est toi qui décides. D'accord. Le skateboard ? Le skateboard, très Allez. bien. Eh bien oui, puisque alors à l'heure où on enregistre ce podcast, sachez qu'on a fait un podcast sur InWave dans lequel je disais qu'on allait parler de skateboard et de Skating Wilder, qui est la nouvelle bande dessinée de Eiji Dungo qu'il a faite. Alors il l'a pas fait tout seul, il l'a fait avec Brandon Dumais. C'est donc la nouvelle bande dessinée de l'auteur du magnifique InWaves, un album qui était sorti il y a maintenant quelques années chez Casterman, qui a profité de plusieurs rééditions, dont une collector cartonnée hyper chère à 45 € qui m'avait un peu fait... comment dire, de l'œil ? non, qui m'avait hérissé le poil, parce que en plus c'était avec un effet de fabrication avec les bords étaient coupés en fait, c'était des bords tranchés, je sais pas si ça s'appelle comme ça exactement, Okay. mais en gros tu vois l'intérieur du carton en fait, et alors c'est un effet de fab que moi je n'aime pas vraiment, j'apprécie pas forcément. Non, mais surtout qu'il était vrai, et pourtant j'ai des tirages de tête et j'ai des éditions collector, mais par rapport au bouquin, je sais pas, ça me semblait vraiment aberrant. Mais il y a une réédition toute nouvelle de InWave qui vient de sortir, donc allez-y, jetez-vous dessus, parce que c'est un album qui est absolument magnifique. Donc j'étais assez curieux de voir quelle serait sa nouvelle bande dessinée 6 ans plus tard en France, et donc même 7 ans, parce que c'était en 2019 la première édition. Ça s'appelle Skating Wilder, et en fait l'auteur américain, qui est donc un passionné de glisse, c'est un skater avant même d'être un surfeur, puisque dans InWave on apprenait en fait que c'était grâce à sa petite amie Kristen qui s'était mis au surf, mais avant ça il avait toute une pratique du skateboard, et donc c'est sur ces années-là qu'il va revenir, c'est sur sa pratique du skateboard avec un ami d'enfance, mais un peu à la façon de InWave. C'est aussi un bouquin qui veut nous parler du skateboard en tant que sport, et surtout en tant que culture en fait, avec toute la culture qui est liée à ça, puisque d'où c'est parti, comment ça a évolué et qu'est-ce que c'est devenu à travers les décennies et jusqu'à aujourd'hui, où est-ce qu'on en a un petit peu avec le skateboard qui a peut-être repris un peu du poil de la bête ces dernières années. Il y a même des gens qui en font. Il y a même des gens qui en font, à un âge très avancé. À un âge très avancé. Voyez-vous des vieillards comme ça qui... non, mais je te dis... C'est un peu ridicule quand même. C'est un petit peu ridicule, mais en même temps, le ridicule n'a jamais tué personne, donc quelque part c'est pas bien grave. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est un peu repris du poil de la bête par rapport au boom vraiment des années 90 et fin 90, début 2000. Ça c'est un peu tassé entre temps, puis maintenant ça revient peut-être un petit peu, ou alors je suis effectivement complètement biaisé parce que je m'y réintéresse, puisque j'ai effectivement repris... franchement, j'ai même démarré le skateboard il y a 2 ans. Ce que j'avais fait en étant ado, c'était pas vraiment une vraie pratique, quoi. Mais donc voilà, donc à la fois une histoire un petit peu personnelle et une histoire beaucoup plus généraliste en fait, un peu presque grande fiche Wikipédia illustrée le skate. La partie d'ailleurs documentaire est beaucoup plus prégnante et beaucoup plus importante que dans InWaves, puisque forcément InWaves à la base ça devait être un bouquin sur l'histoire du surf, et c'est devenu une autobiographie, enfin un récit à moitié autobiographique par rapport à son histoire vécue avec Kristen. Mais là, c'est les scènes de vie sont là un petit peu juste pour montrer qu'il a été pratiquant de skateboard, mais on s'intéresse quand même vachement plus à l'évolution du skateboard d'un point de vue à la fois technique, mais aussi d'un point de vue culturel. En fait, qu'est-ce que c'est en soi le skate. Corentin, oui, toi qui n'as pas du tout le même affect pour les sports de glisse que moi, et qui d'ailleurs n'avait pas plus aimé InWaves que ça de mémoire. Pas plus que ça. Qu'as-tu pensé de cette lecture ? J'en ai pensé du bien. J'en ai pensé du bien parce que tu me l'as prêté aussi et que j'ai pas eu besoin de l'acheter. Je sais pas si j'aurais mis de l'argent
dans ce genre de titre, parce que le reproche principal, comme tu le dis, c'est que par rapport à In Waves, qui est quand même, tu l'achètes pour le surf évidemment, mais tu l'achètes aussi pour l'histoire qui t'est racontée dedans, l'allégorie du rapport à la mer et à la glisse. La mer elle meurt, hein, et à la glisse à travers la relation qu'il a avec cette femme qui est condamnée par la maladie. C'est un truc qui est plus fort de fait. Tu vois, c'est plus riche émotionnellement, c'est un truc qui peut te parler, qui peut te toucher, et qui s'incarne dans un sujet qui est quand même assez rare, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas 40 œuvres de fiction qui traitent du surf. Moi, de tête, je pourrais pas t'en citer même plus que 2. Là, en l'occurrence, c'est vrai que ça commence comme un truc assez personnel et assez dépouillé comme In Waves. Alors effectivement, ils sont 2 à l'avoir écrit cette histoire, et en l'occurrence, les 2 personnages sont dans la BD, puisque ça parle de son relationnel avec son ami d'enfance, Brandon, qui est le vrai héros de l'histoire et qui doit en fait vider la maison familiale, redécouvrant au passage tout son merch de skater, le magazine Thrasher, ses vieilles planches à roulettes, les stickers, ses équipements, etc., etc. Et donc, après cette espèce de promenade mémorielle qui est certainement qui a dû arriver dans la vraie vie au point de motiver cette production, on va effectivement remonter toute l'histoire du skateboard. Donc depuis la création de ce truc dans les années 50 aux États-Unis, comment les roues n'étaient pas faites pour ça, comment les gamins arrêtaient pas de se blesser, donc ça provoquait les réactions d'associations de parents d'élèves concernés qui voulaient faire interdire le truc, puis les roues en polyuréthane qui sont arrivées, donc les fameuses roues des vrais riders, qui sont arrivées pour complètement transformer la pratique du truc, avec les premiers vraiment exercices de glisse sur rampe, les tricks des Lords of Dogtown, qui sont donc comme ça que moi je connais le skateboard grâce au film Les Seigneurs de Dogtown, évidemment, qui sont une bande de vrais skateurs de la vraie vie qui ont effectivement commencé à s'emparer de l'espace urbain et à avoir des techniques de skateboard beaucoup plus proches du surf, où effectivement ils étaient souvent, alors je sais pas si ça porte un nom, mais à genoux entre guillemets sur leur planche, en frôlant le sol, et du coup ils pouvaient plus facilement choper la planche quand ils faisaient les tricks en l'air, et que petit à petit c'est devenu un truc de cabriole, un truc quelque part un peu industriel aussi, qui s'est professionnalisé. Et toute cette partie-là est top, en fait, comme tu dis, c'est littéralement, Wikipédia, oui et non, parce que c'est quand même, ça te raconte le truc d'un point de vue culturel aussi, c'est-à-dire que c'est pas juste, et là, en telle année, Tony Hawk a gagné une médaille d'or, etc. Ça te raconte comment, en fait, on a été perçu, cette discipline sportive ou artistique, selon comment on veut la voir, au fur et à mesure des générations. Qu'à un moment donné, c'était un truc de jeunes Californiens pour traîner dans la rue. Après, c'est devenu un truc de performeurs pour vraiment des enfants des quartiers pauvres qui n'avaient que ça. Puis c'est devenu un truc mainstream. Puis c'est devenu un truc très très mainstream au point que ça a explosé dans les proportions variées. Tu vois effectivement comment l'État s'en est mêlé, etc. Mais c'est vraiment la philosophie du skate à travers les générations et les âges. Et ce que ça a pu avoir de cool, c'est vrai que nous, enfin toi et moi, on est des enfants de la génération 90. Quand on était gamin, le skateboard était partout. Le roller, le skateboard, c'était vraiment le truc cool, par définition, à la mode, avec cette espèce de dernière génération de punk, parce que c'est pareil, c'était aussi la mode des teintures de cheveux, hein. Des jeux vidéo comme aide-moi, le jeu Dreamcast, Jet Set Radio Future. Jet Set Radio, voilà, où en l'occurrence c'était les skaters, des rollers, pardon. Des rollers, ouais, mais t'avais nous on a vécu les Tony Hawk's Pro Skater. Voilà, il y avait les Tony Hawk's, effectivement, et ça va jusqu'à la génération suivante avec Jackass, MTV, donc cette espèce de l'ultime Barnum du skate cool. Et c'est vrai qu'effectivement après il y a eu une sorte de blackout, j'ai l'impression. Enfin moi après j'ai pas connu beaucoup de gens qui skataient. Ils parlent du bowl, du coup je crois qu'on dit de South Bank à Londres, qui existe encore d'ailleurs pour le coup, qui est à côté du BFI, où on va souvent avec Océane quand on part se promener sur les rues de Londres au bord de la Tamise. À Nantes aussi, il y avait des skateparks, il y a souvent des gamins qui étaient à côté de Hôtel Dieu, qui faisaient leur skateboard et tout. Donc ça a toujours existé. Moi j'ai juste eu un rapport très distant avec ça. J'ai appris plein de choses en lisant cet album, et c'est vrai que le travail du dessin est assez cool, parce que c'est une collection d'idées graphiques, c'est quasiment un artbook en vérité sur comment illustrer effectivement le skate, comment communiquer au lecteur l'impression de mouvement avec la planche, le rapport du corps à la planche. C'est même très didactique, ça t'explique comment on fait certaines figures et tout. Et puis tu perçois effectivement le côté contre-culturel ou mouvement artistique à défaut d'autre chose. Tu vois, un petit peu comme ça parle un peu de hip-hop aussi, tu vois, mais le hip-hop, avant que ce soit juste la musique hip-hop, la musique rap, c'était pareil, un courant artistique polysémique entre guillemets, c'est-à-dire que t'avais le graffiti,
t'avais la danse, t'avais l'art du DJ et t'avais le rap. Et le rap est devenu un peu le truc qui a écrasé le reste de ce qu'on appelait le hip-hop pour en fait maintenant que ce soit une musique très mainstream, très connue, où en fait le breakdance, toutes les musiques qui sont venues toutes les danses qui sont venues de ce truc-là ont un peu disparu. Pareil, le graffiti est devenu un truc très différent qui a été repris par d'autres mouvements, etc. Là, voilà, ça parle bien du skate au global en tant que quantité. Et donc, les mots qui sont choisis et les dessins qui sont choisis te font bien ressentir effectivement ce que ça a de particulier comme discipline pour un mec comme moi qui ne s'y intéresse pas du tout. Par contre, je te dis pas que ça m'a plus envie de donner envie de m'y intéresser. Je trouve ça cool, je trouve ça super intéressant. Graphiquement, effectivement, tu sens que c'est par des virtuoses. Mais ça raconte pas d'histoire. C'est-à-dire que pour moi, ça raconte pas d'histoire en dehors de celle du skateboard et du rapport que Brandon et Django ont avec ça. Leurs souvenirs d'enfance, la scène de fin qui est très mignonne, où ils skatent adultes et on voit des petites cases où ils skatent enfants aussi à côté. Donc, moi, ils auraient pu creuser cette espèce d'histoire d'amitié, tu vois, comment ils sont restés proches à travers le skateboard au fil des générations. Et ça ne le fait pas, en fait. Ça préfère se concentrer sur juste ce côté passionné. Après, mais peut-être parce qu'ils ont beau avoir gardé leur amitié, ils se sont quand même éloignés géographiquement, ils ont plus vécu forcément proches l'un à l'autre, et je pense que ça reste un lien, mais en fait, il n'y a pas hélas, peut-être pour eux, mais il n'y a pas forcément cette histoire oui, il n'y a rien à raconter, dans cette amitié. Entre guillemets, t'as pas toujours une femme qui meurt et que t'as besoin de t'épancher dans BD pour en parler. Donc là, mécaniquement, il y a pas d'argument scénaristique. Un peu quand même, puisque ça reste avec le message qui est sous-jacent à l'œuvre, c'est de dire c'est qu'une fois que t'as goûté au skateboard, même quand t'étais gamin, enfin, c'est peut-être même la BD que lui fait parce qu'il s'est certainement remis, en tout cas, ou qu'il a jamais abandonné, c'est de dire en fait qu'une fois que t'as mis un pied dans cet univers, tu seras toujours le bienvenu parce que tu peux reprendre en fait et tu peux continuer n'importe comment. Et quelque part, c'est ça leur histoire, en fait. C'est de dire, avec ces retrouvailles et avec ce fait d'effectivement de repartir sur un skateboard, même en étant les adultes qui sont désormais, c'est de se dire que leur histoire peut continuer parce que, comme on t'a expliqué, surtout ce que montre vraiment, parce que ce qui est assez fou, c'est de se dire que à 15 occasions, ça aurait pu disparaître vraiment. C'est à 15 occasions, c'était trop dangereux et donc les gouvernements s'en mêlaient et en fait voulaient interdire la pratique. Les skateparks, les premiers skateparks qui étaient construits, en fait, c'était n'importe quoi. C'était littéralement des pièges à gosses, quoi. Donc on les a détruits aussi parce qu'en fait c'était trop dangereux. Et voilà. Les industriels aussi s'en sont mêlés. Ouais. Donc voilà, en fait, il y a eu plein de moments où on a voulu tuer ou alors où il a juste failli mourir. Et en fait, c'est non. En fait, les planches réapparaissent, les espaces sont réinvestis, et c'est ça aussi, c'est de se dire, alors on pourrait, c'est une vermine, tu vois, t'arrives pas à l'éradiquer complètement. C'est comme une mauvaise herbe, en fait. Non, mais c'est parce qu'il y a un truc qui est fondamentalement cool, en fait, dans le skate, et effectivement, il parle bien du côté et punk et rap aussi, parce que ça reste un truc alors, on peut plus aujourd'hui, oui, mais c'est un truc de marginal à la base. C'est ça, voilà, c'est le mot que j'allais utiliser. C'était un truc de marginal. On peut considérer qu'en tout cas, des gamins qui cherchent à se trouver une place, parce que ça, justement, j'aurais aimé qu'ils partent là-dessus, c'est que on voit qu'ils sont devenus potes à travers le skate, et c'est super cool et tout. Moi, tu vois, les bandes de skateurs que j'ai connus, les potes qui faisaient du skate que j'ai connus, c'était justement toujours un peu c'est pas un stéréotype, tu vois, mais c'est comme dans la cour d'école où t'as les gothiques, les populaires, les sportifs, etc. T'avais aussi les skateurs. Et du coup, creuser un petit peu ce qui définit l'identité du skater. Est-ce que c'est un mec qui écoute encore du metalcore à 35 ans, par exemple, ou 36? Tu vois, ce genre de choses, ou qui écoute des morceaux de rap ultra autotunés, et qui bouvent. Putain, ça c'est de la musique. Mais après, t'as dit quoi? T'as dit polysémique avant, c'est ça? Oui, dans le sens toutes les formes. Ouais, mais je veux dire que c'est un peu comme ça aussi. La culture skater au final, c'était effectivement parce que le graffiti aussi était présent, dans quelque sorte. Mais t'avais le punk rock et puis ses dérivés plus punk pop californien. Le skate punk, c'est un mouvement. T'avais un mouvement, un style aussi, des codes vestimentaires. Enfin, t'avais plein de façons de faire vivre cet univers. Donc oui, puis le skate, c'est la rue, quoi. C'est-à-dire que c'est une activité sportive que tu pratiques en extérieur dans l'urbanisme. Ça, c'est bien foutu au niveau dessin, d'ailleurs, le rapport c'est ce côté à la scène urbaine, entre guillemets. Ouais, puis c'est le côté rebelle, en fait, de l'imagerie qu'a ce sport, puisque effectivement, maintenant, on peut pratiquer ça aussi dans des espaces dédiés, dans des skateparks. Et voilà, et que, voilà, ça a beau être parti de nulle part. Maintenant, c'est une discipline olympique, c'est reconnu quand même, ça s'est installé aussi comme sport, et que, on va dire que le capitalisme a tout avalé, donc il y a des boutiques de skate très identifiées. Quand tu veux te faire un achat de planche, ça peut te revenir très 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 cher parce que les marques sont allées dessus aussi, tu vois. Mais à la base, ouais, c'est un sport qui est fondamentalement
j'avais pas communiste, tu vois, mais qui est anti-propriété, qui est contre le principe de propriété privée, de se réapproprier tout l'espace urbain, c'est ça, c'est en transformant le moindre objet du quotidien extérieur en un challenge de skater. Exactement, c'est-à-dire que n'importe quel ensemble de marches, quel banc, quel truc peut devenir un objet à skater, aux grandes dames et forcément parfois des boîtes à qui les bancs peuvent appartenir, ou même des villes qui veulent pas avoir leur mobilier urbain dégradé, parce que quand tu claques je sais pas, quand t'as un être humain de 80 kilos qui claque un truc en métal sur un banc, ça va laisser des traces dessus, quoi. Mais c'est ça aussi qui est cool, c'est parce que tu vois vraiment cette idée de que c'est quand même un sport qui a été pratiqué un peu contre toute forme d'establishment à l'époque, qui s'est rangé aussi et qui s'adapte en fait et qui se relève continuellement aussi en s'adaptant à l'évolution aussi des mœurs culturelles. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on était gamin, pour moi le skate c'était alors nous on n'avait pas je connaissais pas Thrasher, parce que je crois qu'il y a une version française de Thrasher qui existait, qui est la revue de skate emblématique aux États-Unis, mais il y avait un magazine qui s'appelait Sugar, et que moi j'achetais vachement religieusement, et t'avais des purs photographes de skate qui t'en mettaient plein la vue, des articles ultra techniques que je comprenais pas parce que j'étais trop jeune, et t'avais toujours un poster à mettre dans ta chambre et tout ça, quoi. Et par contre, à l'époque t'avais les tapes, quoi, les vidéos de skate. En fait, c'était la seule façon de voir des skateurs vraiment en action, si tu pouvais pas aller voir des compétitions. Et au début d'internet, c'est ce qu'on récupérait, ce qu'on se gravait sur CD, c'était vraiment des fameuses vidéos ça durait, je sais pas, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, et ça enchaînait des clips de skateurs qui faisaient des dingueries. Et aujourd'hui, ça a tellement changé là-dessus, puisque avec ton smartphone et n'importe quelle plateforme à la Instagram ou pas, ou même YouTube, en fait, en 30 secondes, tu tombes sur des clips vidéo, et parfois alors de gens très connus et ultra forts qui font des trucs complètement zinzin, et parfois juste des gens random mais qui ont aussi leur petit niveau ou qui ont pas leur petit niveau mais qui pratiquent, et tout ça. Et ça a complètement aussi changé le rapport qu'on peut avoir à ce sport, à cette culture, et la BD le transmet très bien aussi, cette façon dont comme les planches au début c'était des morceaux de bois rigides avec des pierres là des pierres, par exemple des roues en pierre limite, quoi, et c'était impraticable. Et de la même façon que ça a évolué maintenant, et que tu peux avoir des skateboards complètement fous de toutes les tailles, avec des technologies qu'ils ont développées sur les roulements. Tu sais, les roulements, c'est ce qu'il y a dans les roues, justement, pour entraîner la rotation. Oui, je sais. Tout le monde ne sait pas, en fait. Non, mais tout le monde ne sait pas que t'as des roulements à billes, justement, puisque les billes entraînent, en fait, et ça permet de maintenir l'effet de rotation contre les frictions. Ils ont développé des systèmes de roulement en céramique, enfin, avec des technologies pour que ce soit plus léger aussi, pour que ta planche soit plus légère. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un tas de trucs. Et je trouve que la BD, arrive vraiment à très bien transmettre aussi ce côté-là, quoi, d'évolution. Ah oui, carrément. Donc j'ai grave kiffé. Graphiquement, c'est super cool, parce qu'effectivement, tu dis, il y a plein de faits de styles différents. Il a vraiment un style principal, peut-être, ou pareil en termes de colorimétrie, il reste un peu comme ce qu'il avait fait avec Inoue dans des teintes orangées, en fait, qui va maintenir tout du long. Mais t'as des ou violette pour le présent. Ouais. Et t'as des passages plus sketchés, en fait, notamment pour les petites sessions d'apprentissage, en fait, de comment on fait un trick et tout ça. Bon, je mets au défi quand même les gens qui n'ont jamais touché un skateboard de réussir à faire un trick avec les indications. Mais par contre, je trouvais qu'en termes de décomposition des mouvements de la planche et tout, ils maîtrisaient vraiment bien le truc, parce que c'est pas évident, en fait, de dessiner un 3-6 flip, en fait, et de faire comprendre que la planche fait une rotation sur les deux axes, pas juste par le dessin. Donc j'étais assez satisfait là-dessus. Oui, moi j'ai bien aimé, parce que quand il appelle EJ est en train de surfer. Du coup, tu peux dire que c'est le lien de suite spirituelle, complètement. Avec oui, c'est le spin-off. Enfin, c'est là où tu l'as laissé en quittant InWaves, et son pote l'appelle juste derrière. La vie continue et tout. Ouais. Ça, c'était l'un des rares éléments de méta que j'ai bien aimé. Après, non, tu vois, moi, je sais pas, je trouve ça cool. Encore une fois, je sais pas si, par contre, ça se dessine à d'autres gens que des fans de skate, ou à des gens qui voudraient vraiment découvrir. Peut-être si vous avez un neveu, une nièce, ou alors un daron qui était anciennement cool et qui dû avoir mon daron, qui a fait beaucoup de rollers quand il était gamin, et donc les magazines dont tu parles, je les connais. Il m'a appris à changer les roues des rollers et tout. C'était encore une fois les années 90, c'était super cool de faire du roller. Je sais pas trop ce qui nous est arrivé à l'époque. Pourquoi collectivement la société s'est dit en fait c'est cool le roller. Alors que bon, aujourd'hui on trouve plus ça si cool que ça, mais bref. Le fait est que tu vois, moi par exemple, j'en ai bouffé des conneries comme ça, genre il y avait même un dessin animé qui s'appelait les Riders, je crois, qui se passait en Australie ou en Nouvelle-Zélande, et c'était de ces trois gamins qui étaient fans de tous les sports de glisse. Genre BMX, skateboard, surf, roller.
C'était hyper bien. Faudra que je te l'envoie. C'était un truc, je crois, sur Canal J ou un truc comme ça, mais c'était vraiment super cool. Il y avait Donald Renew qui faisait une des voix. Et vraiment, ouais, cette espèce de côté, ah ouais, putain, c'est vrai, Thrasher, ah ouais, Tony Hawk, je me souviens, à notre époque, c'était super hype et tout. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, ça nous a un peu échappé, même dans les super-héros, hein. T'avais des skaters, ou même des planches volantes dans les super-héros, ou même, Attends, même quand t'es gamin, tu vois Marty McFly qui fait du Retour vers le futur 2, ouais. C'est un truc de ouf. Bon, après, malheureusement, ils volent pas encore. Les skates, ça, c'est un peu dommage. Mais Frankie Zapata travaille là-dessus, apparemment. Mais bref, du coup, voilà, moi, je te dis, je le recommanderais, effectivement, si vraiment vous êtes curieuse de l'histoire du skateboard, pardon, ou bien si, effectivement, vous avez déjà un pied dedans, parce que sinon, tout seul, ça va pas vous raconter une histoire humaine comme In Waves. Et ça, je pense qu'il faut le savoir si vous passez de celui-là à In Waves, en attendant le volume 3 qui sera sur le snowboard. Peut-être, ça pourrait être intéressant. Sur le, comment s'appelle déjà, le kitesurf? Kitesurf, ouais. Bah, t'as tu voles le kitesurf? Ouais, quand c'est littéralement, t'es rattaché à un kite, un cerf-volant géant, pour te soulever au gré du vent. Ça a l'air très sur les bras, je pense que ça doit être très très physique. Pareil, gainage aussi. Un rapprochement à faire entre Edgy Dongo et Frankie Zapata, du coup? Avec l'aile volante. Il a fait l'aile volante. Ouais, mais non. Enfin. Si. Tu fais la biographie? Je sais pas, faut lui demander c'est quoi ses prochains projets. C'est plus stylé de voler que de rouler, non? Oui, non, mais après, je pense qu'il peut, vu qu'il a fait le surf et le skate, je pense qu'il peut peut-être aussi, pour le prochain, juste faire de la pure fiction. Pourquoi pas? Et quitter complètement le registre documentaire et autobiographique. Ouais. Mais en tout cas, ouais, moi, j'étais plus séduit que toi, étant fan de skate depuis de nombreuses années. J'ai toujours gardé un pied de loin de cette culture. C'est vrai que moi, j'ai pris le courage de m'y relancer, et c'est dur. Mais donc voilà, Skating Wilder, c'est disponible chez Casterman pour 24€ en librairie. Vous avez des liens dans la description de ce podcast si jamais ça vous intéresse de commander auprès de nos partenaires que l'on remercie chaleureusement. Ensuite, Corentin, on va passer du côté de Spider-Man Noir. Ouais. Donc, petite mini-série sur... Spider Noir tout court, d'ailleurs, parce que ce n'est pas Spider-Man Noir. Ouais, on va y revenir. Gatekeeper. Oui, on va gatekeeper Spider-Man Noir, mais intéressant puisque c'est Erik Larsen qui revient vraiment chez Marvel. Alors, il avait fait quelques petites passades, mais là, c'est sa première vraie mini-série à l'écriture, en l'occurrence, depuis très longtemps, enfin depuis plusieurs dizaines d'années, j'ai l'impression. Tu veux dire à part Savage Dragon? Non, non, mais Erik Larsen, il avait fait du Spider-Man ça dans les années 90. Ah oui, bien sûr. Et c'est ça, son premier retour avec un vrai récit, et en tout cas à l'écriture. Mais il écrivait à l'époque, Spider-Man? Non, mais il dessinait. Je veux dire, c'est la première fois qu'il revient chez Marvel pour autre chose qu'une histoire de 3 pages dans un Amazing Spider-Man 1000, quoi. Non, bien sûr, oui, tout à fait. C'était je crois qu'il avait fait le Marvel Comics 1000 ou un truc comme ça, mais là, à mon sens, c'est pas un tel événement que... Bah, ça reste Erik Larsen quand même, tu vois, et il est quand même effectif, comme tu le dis, il est toujours sur Savage Dragon, donc c'est marrant de se dire, il va quand même revenir chez Marvel, qui est quand même un petit peu, le mal incarné quand on fait partie de ces grands auteurs de l'époque de la création. C'est son meilleur copain qui dirige la boîte maintenant, hein. Je veux dire, ils étaient quand même s'il y a eu des rancœurs et des frictions quand Wildstorm a été vendu, tu vois, enfin, quand ils ont fait le documentaire sur les 25 ans de Image Comics, Jim Lee était là, McFarlane était là, nous, on se fait une idée sur cette espèce de friction originelle qu'il y avait entre, ils sont partis pour une bonne raison, bien sûr. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, à mon avis, l'âge de guerre, elle a été enterrée, hein. Oui, mais c'était pas tant dans le sens qu'ils seraient en colère ou machin, qu'il y aurait une détestation, juste qu'il n'y a pas d'intérêt, en fait. Parce que les super-héros qui ne leur appartiennent pas ne les intéressent pas. Mais moi, je m'étonne. Enfin, j'ai pas été voir, du coup, d'interview de Larsen sur pourquoi maintenant et pourquoi sur Spider-Man Noir en particulier. Mais peut-être que tu veux faire des recherches en attendant, je présente. Après, on peut dire le pitch. On peut dire l'argent, hein, comme raison. Oui, mais de façon très pragmatique, hein. Ce que je veux dire, c'est que, comme tu dis, il avait fait du vrai Spider-Man. Enfin, comment? Attends, Larsen a fait du Spider-Man? C'était pas... Qui c'est qui avait remplacé McFarlane quand il était parti? C'était Larsen? C'était pas Silvestri, non? C'était Larsen, ok. Bah, oui, donc sur le volume de Michelini, d'accord. Avant que Baglen arrive, donc. Ouais. Ok, parce que j'ai pas forcément, moi, une très bonne connaissance de cette période de Spider-Man. Néanmoins, effectivement, Erik Larsen, donc voilà, c'est le créateur de Savage Dragon, qui d'ailleurs, personnage avait été créé un peu avant Image Comics, ceci étant, et qui est l'un des auteurs les plus endurants, hein, chez Image Comics, parce que Savage Dragon continue, comme tu l'as dit. En dehors de ça, pourquoi Spider-Man Noir? C'est vrai que c'est assez étonnant, on peut se poser la question. Techniquement, il a un historique avec Spider-Man, mais pas avec celui-ci. Celui-ci qui a été créé après son départ.
Après, il faut préciser que dans Savage Dragon, cette partie un peu noire, un peu policière, un peu pulp, avec des gros guillemets, elle existe aussi. Peut-être que lui était fan de Spider-Man noir et qu'il a voulu candidater ou postuler. Moi, à leur place, si j'avais... Il avait fait du Punisher aussi. Il avait fait du Punisher. Si j'avais voulu, moi, parier sur le retour de Larsen comme une vedette, j'aurais pas mis à cet endroit-là, en tout cas. C'est tout ce que j'ai à dire. Il fait les couvertures variantes de la série Ceci étant, et on voit que son coup de crayon n'est plus exactement ce qu'il était. On dirait du Frank Miller d'il y a 20 ans. C'est marrant, parce qu'aujourd'hui, du coup, lui aussi à la main qui fatigue un peu, évidemment, Larsen. Il avait écrit chez Marvel une mini-série Defenders, enfin une maxi-série, parce que c'était en 12 numéros, sur lesquels il avait fait quand même et de l'écriture et du dessin. Et comme ce que je te disais avant, c'est que ces derniers travaux où il avait participé chez Marvel, il y avait une histoire dans Marvel Comics 1000, dans Amazing Spider-Man Going Big, qui est un one-shot, et Venom Black, White and Blood, tu vois. Donc, oui, c'est ça. Ils ont dû le faire revenir avec... trucs, mais il avait bien repris, effectivement. Avec des petits trucs, et après, du coup, ils ont dû lui dire, attends, si tu veux, on a un petit créneau à te proposer, est-ce que ça t'intéresserait? Mais tu sais, voilà. je crois qu'il avait repris donc Amazing Spider-Man après le départ de McFarlane du titre, mais il a aussi repris la série Spider-Man qui avait été créée pour McFarlane après que McFarlane se soit barré, justement. Ouais, et là, il avait aussi été... Monsieur post-McFarlane. Il avait aussi été scénariste, d'ailleurs, à ce moment-là, un temps. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Écoute, bon, ça change pas grand-chose, et ça ne change non plus, d'ailleurs, rien à tout le bien qu'on pense d'Eric Larsen. Ceci étant, moi, j'aime bien Savage Dragon, j'ai pas tout lu, évidemment, mais pour les 100 numéros que je m'étais enquillé, c'était sympathique. C'est un gars qui a une grande gueule. C'est un gars qui aime son travail, manifestement. Bon, il y a toujours ce côté un peu, pour le dire avec des mots très polis, amateur des corps féminins qui a pu aussi frustrer pas mal de gens. Ce n'est pas le cas ici du tout. On est sur une histoire très scolaire, assez mal racontée à mon sens, mais qui remplit sa promesse d'être un produit facile d'accès. Si vous avez vu Spider Noir, la série, et que vous vous dites quel comics on pourrait me conseiller si je voulais prolonger cette expérience, c'est cette lecture-là qu'on va vous recommander. On va vous recommander celle-là, ou bien le Spider-Man Noir de Margaret Stoll et Juan Ferreira. Et en l'occurrence, celle-ci, de Eric Larsen et Brocardo, a plus à voir en fait vraiment avec la série Spider-Man Noir, puisque dans la série de Juan Ferreira, Peter est une sorte de détective international, et archéologue aussi quelque part. C'est plus du Indiana Jones, de période pulp, un peu du Doc Savage aussi. C'est un explorateur, quoi. Et il part chercher les artefacts de la toile de la vie à travers le monde, l'Égypte, la Turquie, etc. Alors que là, on est vraiment à New York. On va mener une enquête avec de petits accents politiques néanmoins. C'est un peu ce qui sauve le projet à mon sens. Moi, j'avoue, j'avais commencé les 2 premiers numéros en VO. Je m'étais dit oui, bon, c'est sympathique. C'est pas Spider-Man Noir, mais ça a l'air cool et tout. Et en fait, en préparant ce podcast, je l'ai terminé. J'étais quand même un peu frustré, un peu déçu. Donc, on reprend avec le contexte traditionnel, en tout cas, celui que Marvel veut imposer. Peter Parker est bien l'araignée. Peter Parker est bien un détective privé. Peter Parker a bien une agence de détective privé quand il n'occupe pas son temps à combattre les gangsters dans le costume de Spider-Man. Un jour, frappe à sa porte Gwen Stacy, donc première apparition de ce personnage-là dans cette mythologie, qui explique que son père a été tué, George Stacy, donc qui était bien comme d'habitude un membre des forces de police, et que elle aimerait bien savoir qui a tué son paternel, quoi. Donc elle embauche le détective privé Peter Parker, qui va découvrir très vite que c'est lui qui a tué George Stacy. Ça arrive très très tôt dans l'intrigue, et puis c'est pas un énorme spoil. Et donc là, ensuite, on nous amène vers une intrigue un peu plus touffu, on va dire, sur la présence des nazis aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale, avec le Bund, avec le American Nazi Party, un élément qui avait déjà été placé par David Hein et Fabrice Sapolsky dans le 2e volume du vrai Spider-Man noir, Eyes Without a Face, des yeux sans visage. Et voilà, et on essaie un peu de recoller pas mal de morceaux, en fait, en mettant ensemble tous les volumes de Spider-Man noir qui ont eu lieu, pour trouver une sorte de base scénaristique cohérente un peu avec tout ça, en oubliant un peu, à mon sens, de raconter quelque chose. C'est le problème que j'ai, moi, avec ce comics-là, c'est que je trouve qu'il part déjà dans tous les sens, qu'il y a de gros problèmes rythmiques, et aussi, on dirait presque que Marvel a eu envie de tuer Spider-Man noir, puisqu'à la fin de cette série, tu te demandes limite si c'est pas un peu la fin de cette aventure ou de cette continuité. Arnaud Kikou. Pourquoi ? Et du coup, faut qu'on spoil, par contre.
Oui. Déjà, donne ton avis sur le projet. Je l'ai ressenti comme toi. J'ai pas été emballé. Je pensais l'être plus quand même, puisque après c'est vrai que je suis grand fan des 2 volumes originels qui ont été aussi des lectures d'adolescence pour moi ou de jeune adulte. Donc ça m'avait vraiment marqué cette ambiance-là, très sombre, très 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 prenante et un peu oppressante aussi, quoi. Franchement, ça c'est quand même un des comics qui te mettent un peu le cafard. Et j'ai pas retrouvé ça en fait. Et je pense qu'il y a un problème d'une part avec le dessin. Le dessin est tout à fait correct, hein. C'est pas moche en tant que tel. C'est Brocardo. Andrea Brocardo, qui avait fait du Alien, je crois, juste avant. Voilà, il dessine pas mal. Il est dans une école de dessin mainstream assez classique, mais justement c'est pas Carmine Di Giandomenico, quoi. Non, voilà, voilà, c'est ça. Il a pas de patte artistique non plus qui est très prononcé ou très personnel, et surtout on n'arrive à aucun moment, en fait, j'ai l'impression d'être dans une ambiance de 1939, de Grande Dépression, de montée du fascisme, je suis broke, c'est pourri, tu vois. Enfin, c'est vraiment, il y a pas ce côté noir, en fait. Cette ambiance-là ne s'en dégage jamais. Et le truc, c'est que dans l'écriture non plus, en fait, Erik Larsen n'arrive pas forcément à le faire. Mais ce pourquoi il n'arrive pas à le faire, c'est parce qu'effectivement, quand la série avait été annoncée, moi je me disais vraiment que ça allait être juste une vision par Erik Larsen de ce qu'est Spider-Man noir, en me disant il va reprendre quand même les éléments du personnage originel de Sapolsky et Hein, et il va juste livrer sa propre interprétation. Sauf qu'en fait c'est pas ça du tout. Comme tu l'as dit, en fait on a demandé à Erik Larsen de faire un volume en continuité, avec donc ce côté trop absurde d'avoir ce Spider-Man noir qui fait allusion au multivers, à Spider-Geddon, donc, et même presque au film au final, puisqu'il parle explicitement et précisément de Peter Parker. Et je trouve que ça casse complètement, en fait, le délire, en fait. C'est vraiment genre, ok, très bien, il a été présent dans le Spider-Verse et tout ça, et dans Spider-Geddon et tout ce que tu veux. D'ailleurs, je crois qu'il était mort et ressuscité, un truc comme ça. Mais genre juste, en fait, on peut simplement être dans notre réalité et qu'il fasse ces trucs des années 39, en fait, et pas qu'on nous parle franchement, le fait qu'il parle de Peter Parker à 3 reprises dans le truc, ça m'a vraiment gonflé, quoi. Mais tout est incohérent, c'est-à-dire, c'est le moment Gatekeeper, du coup, là. Yes. On gatekeep Spider-Man. En fait, on va vous dire de pas aller lire celle-là pour vous concentrer sur. Et en fait, on est très malin, parce qu'en fait, il y a non, c'est vrai que t'as le Deluxe, mais t'as la version poche. Les 2 premiers Spider-Man noirs, et même avec le 3e volume de Margaret Stoll, ont été compilés dans un poche qui du coup doit être à 10 balles et quelques. Ouais. Donc on vous recommandera vachement. Déjà le volume de Margaret Stoll est pas cohérent avec les 2. Oui, mais mais disons que si vous voulez lire les premiers, au moins il y a la version poche très accessible qui existe. Sinon il y a un Deluxe aussi qui est peut-être encore disponible. Mais c'est que le Spider-Man noir de David Hein et Fabrice Sapolsky, ou Sapolsky et David Hein, comment vous voulez le dire. L'idée, c'est effectivement, comme l'a dit Arnaud, d'explorer la Grande Dépression. Ça commence en 32, donc on est 3 ans après la crise de 29. Les États-Unis sont à genoux, beaucoup de gens ont perdu leur logement, ont déménagé à la périphérie de New York pour ceux qui vivaient à New York, donc qui n'ont plus les moyens de se loger, et vivent dans des mobil-homes abandonnés par le pouvoir public. C'est là que vit la famille Parker à ce moment-là. En milieu des gangsters, au milieu de la racaille, au milieu des mafieux, au milieu de la prohibition, qui est littéralement évoquée. Les bars clandestins sont fréquentés par le politique, parce que c'est une BD qui regarde dans les yeux l'époque de corruption qui avait lieu à l'époque, où les juges travaillaient pour la mafia sicilienne et irlandaise, où les procureurs travaillaient pour la mafia sicilienne et irlandaise, idem pour les politiciens, idem pour les maires, pour les chefs de police. Tout le monde prenait sa quote-part de ce gigantesque réseau de trafic d'alcool. C'était très violent aussi, c'est à parler des clivages ethniques, très littéralement, avec Robbie Robertson, qui se fait quand même trépaner par un putain de scientifique nazi qui veut créer chez les Noirs les esclaves ultimes, donc ceux qui seraient juste des robots inanimés, mais qui seraient encore capables de servir. C'est très dur. Il y a Black Cat qui se prend des coups de chlasse, qui est défiguré. C'est des volumes qui sont extrêmement sombres et qui sont pas juste noirs parce que c'est un détective privé avec un chapeau qui fait des répliques longues comme le bras. C'est que c'est oppressant, c'est ce que je te disais. C'est dur comme de la fiction précode quelque part. Et David Hein avait parlé de ça. Il avait dit, imaginons qu'on fait un comics comme on faisait des films noirs de l'époque. Si vous avez vu le film Freaks, par exemple, film très connu qui a beaucoup inspiré American Horror Story Circus, qui parle justement des bêtes de foire entre guillemets d'un cirque. C'est un film qui est très sombre. La fin est très noire. Elle est très très dure. Et en fait, c'est un film qui est emblématique de ce qu'on appelait l'avant-code Hays.
Donc le code ACE qui était un peu l'équivalent du Comics Code Authority pour le cinéma. Et là, en l'occurrence, Hines s'était dit la même chose. Il s'était dit, mais si on faisait, et Sapolsky aussi, parce que c'est un Européen, un Français et un Britannique. Donc eux, le côté mainstream, piou-piou de Spider-Man, ça ne les intéresse pas. S'ils font une fiction historique, ils vont aussi la faire au niveau métadiégétique, en faisant donc un projet qui est extrêmement difficile à lire. Il y a des morts. Dans Spider-Man Noir tue quelqu'un avec un flingue. À ce moment-là, Tante May lui dit, jamais de la vie tu utilises un flingue. Même pour me sauver la vie, tu ne tues pas, on ne tue pas les gens. Et là, c'est traité par-dessus la jambe, cet aspect-là, tu vois. Il a encore son putain de gun. Il a son chapeau de détective alors qu'il a jamais de chapeau normalement dans la saga. Et ça, c'est parce que ça bon, ouais. Et il tue George Stacy en légitime défense. Mais frère, tu devrais pas avoir de gun. C'est écrit dans le canon de cette histoire, comme tu as dit, est en continuité. Donc elle est déjà incohérente. Mary Jane, il a pas d'histoire avec Mary Jane dans les 2 premiers volumes. Il rajoute 1 ou 2 dates avec Mary Jane dans Edge of Spider-Verse, le numéro qui n'est pas écrit par David Hine et Fabrice Sapolsky, qui est juste une intro avec Mysterio façon Houdini, qui était pas trop mal d'ailleurs, ceci étant, l'idée était bonne. À ce moment-là, l'intrigue est interrompue par Peter Parker, enfin au Doc Ock, je crois, je sais plus, qui vient l'interrompre pour dire viens dans le Spider-Verse avec les autres araignées, on a besoin de toi. Et ça, c'est la fin du premier volume. Mais déjà, l'histoire avec Mary Jane qui débarque en tenue de soirée en mode femme fatale et tout, alors qu'on te dit que c'est la girl next door. Mary Jane, dans les volumes 1 et 2, c'était la meuf qui servait la soupe populaire. Mais c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que c'était une vision dans sa tête, en fait, parce qu'elle a réapparaît un peu plus tard, où là, justement, elle sert la soupe, justement, normale, tu vois, elle est normale. Elle est pas dessinée pareil dans les deux, ouais, trucs. Je t'avoue que celle-là aussi, ça m'a vachement surpris. J'ai fait, attends, mais pourquoi elle apparaît là, et surtout, ouais, dans cette tenue, vraiment. Tante May était une socialiste, à l'époque où ça voulait dire un truc d'être socialiste, qui haranguait les foules pour leur dire qu'il fallait pas voter pour les capitalistes et compagnie, avec son mari qui était anti-guerre et tout. Là, c'est Tante May de d'habitude. C'est la Tante May, j'ai fait préparer les gâteaux et le thé, mon petit Peter, repose-toi quand même et tout. Mais rien à voir. Enfin, ça n'est pas la même histoire. Ce n'est pas la même version du personnage. C'est pas possible de dire ça. Tu peux pas l'appeler Spider-Man noir. Alors, je sais que Marvel a renoncé à ça parce que. Mais ils ont renoncé en fait à la ligne, à l'esthétique, enfin pas l'esthétique, mais à l'écriture de ce qu'était la ligne noire pour n'en garder en fait que l'impression visuelle. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on a juste un Peter Parker qui, au lieu d'avoir un costume rouge et bleu, a un costume noir avec un impair et un chapeau, et utilise des flingues, et voilà, et au lieu de combattre des thugs modernes, il combat des thugs qui ont des mitrailleuses Thompson et des imperméables, quoi. Ouais, c'est ça. Et au lieu de combattre des fachos, il combat des nazis. C'est ça. Ce qui est très différent. Bah alors ça, pour le coup, voilà, parlons-en quand même. C'est pas du tout la même chose. Je trouve que c'est un peu le truc, et on va me dire que je suis un wokiste énervé. Oui, voilà, oui. Très bien, je suis un wokiste énervé. Le fait est que, effectivement, comme Straczynski avec Captain America, ou même comme, pour le coup, Sapolsky et Hine, ils se servent Larsen se sert de l'époque pour proposer un propos qui sert de reflet entre les années 40, la montée du fascisme aux États-Unis, enfin les années 30, et notre période actuelle où le fascisme, en tout cas aux États-Unis, est déjà bien monté, il est là, il est au pouvoir et tout. Ah bon? Paraît-il. Mais faut pas dire ça, sinon t'es encore un wokiste énervé. Du coup, tout ce que tu dis n'a aucune valeur. Il y aura un parallèle à faire entre le passé et le présent. C'est bizarre, hein. Oh. On pourrait même dire qu'on pourrait avoir appris des leçons de l'histoire et ne pas voter pour un parti fondé par des nazis. Imagine si on disait ça. Non, on serait vraiment des wokistes très très énervés. On est contre la pluralité, je veux dire, c'est quand même tes impôts et mes impôts qui vont financer son prêt bancaire, donc j'ai l'impression que tu es un peu totalitaire. Exact. Dans tes idéaux. Et le vrai fascisme, c'est ça, en fait. Refuser l'extrême droite, rappelle-toi de ça. Néanmoins, du coup, t'as des répliques qui sont très très claires. Où, bon, déjà, il combat, alors ça, c'est pareil, c'est fait par-dessus la jambe, parce que dans Spider-Man Noir, Sapolsky et Hine, les nazis sont vraiment écrits comme des nazis dangereux et menaçants. Là, c'est une chauve-souris et un homme cafard. C'est gaguesque. Enfin, c'est du Eric Powell, limite, quoi. C'est trop gros. Bah, le côté cafard, au moins, ça représente bien ce que c'est pour lui, ces gens. C'est du cartoon. Tu vois, ils incarnent pas une vraie menace, ces gens-là. Ouais. C'est des méchants de dessins animés. Par contre, t'as une réplique, par exemple, où, quand les manifestants du parti nazi font un rallye, à New York, tu as une contre-manifestation qui présente bien comme étant des antifascistes. Et en VO, il met bien le mot en gras. En mode, les antifas, au départ, c'est les anti-nazis. Parce qu'aux États-Unis, le mot antifa, il a pris une toute autre tournure. On considère maintenant que c'est un peu leur black bloc à eux. C'est-à-dire que si t'es antifa, ça sert à rien de te parler. De toute façon, on devrait t'arracher le droit de vote, fiche S, ferme ta gueule et tout. Et puis si t'es de gauche, de toute façon, t'es un pestiféré. Du coup, on voit que Larsen essaie de s'engager un peu pour
comme encore une fois Straczynski, mais avec des plus gros sabots. Mais des sabots en béton, quoi. Et de toute façon, c'est un peu toujours l'astuce scénaristique de se replacer dans ce contexte particulier, puisque autant aujourd'hui, en fait, le sens des mots a tellement été dévoyé que, en fait, effectivement, nous, c'est vrai qu'on nous traite d'ultra-gauchistes, wokistes, est-ce que tu veux, parce qu'en fait, on prend pas une position contre les gens qui ne pensent pas comme nous, mais contre les gens qui ont des idées d'extrême droite, ce qui est quand même très précis en tant que tel. C'est pas, je veux dire, vous pouvez être de droite. Enfin, il y a plein de gens qui nous écoutent, d'ailleurs, avec lesquels on sera sûrement pas d'accord sur plein de trucs économiques, sociaux et tout ça. Mais du moment que vous êtes juste contre l'égalité en tant que tel des êtres humains entre eux, a priori, on s'entendra, il y a pas de souci. Mais par contre, si vous pensez effectivement que parce que quelqu'un est arabe ou est gay, en fait, ne mérite pas les mêmes droits que vous, là, effectivement, on va avoir du mal à s'entendre. C'est ça. Mais pardon. Moi, j'ai toujours dit, il y a des gens qui croient au projet libéral parce qu'ils pensent que c'est comme ça que la société devrait être administrée. C'est pas ma conviction, il y a pas de souci. Par contre, si vous me dites les trans devraient pas exister, là, on va pas être d'accord. Là, voilà. Mais c'est pas spécialement que je sois un champion de cette cause-là, c'est juste, c'est des êtres humains, il faut le respecter leur choix aussi. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, vu que le sens des mots est extrêmement dévoyé et que, en fait, il y a vraiment, enfin, des gens qui sont au pouvoir en plus, qui s'amusent à réécrire littéralement la réalité, en fait, tout simplement à mentir, en fait, en faisant passer ça pour des faits. En fait, le discours est confus dans tous les cas, et donc, ce sera compliqué de dire, voilà, parce que puisqu'on te dit que maintenant que les antifascistes sont les fascistes, bah, en fait, replacer des antifascistes dans un contexte moderne, ça t'expose en fait à être critiqué ou à ce que tes propos soient déformés. Au moins quand tu te replaces en 1939, c'est facile, il y a les nazis, et même si aujourd'hui on veut pas reconnaître qu'ils sont toujours là, ils ont changé d'uniforme et de discours, mais tout ce qui est pas Mélenchon, c'est des nazis, hein, mais leurs idées, c'est toujours quand même un peu grosso modo les mêmes délires. Mais moins, voilà, dans le contexte de 39, c'est les nazis très identifiés. Oui, l'allégorie est très facile à expliquer aux gens. C'est vachement plus simple d'être très direct comme ça. Bah, c'est l'avantage du point Godwin, c'est et c'est encore une fois, on a un exemple qui devrait nous servir de base référentielle. Là, actuellement, tout le monde fait le comparo entre ce qui est en train d'arriver avec les partis de droite qui veulent financer la réélection de Le Pen, avec ce qui s'est passé quand la droite, à l'époque normale, a favorisé l'arrivée au pouvoir de Hitler. Tu vois, c'est pas juste pour dire, ouais, mais nous, on est contre les nazis. Déjà, on devrait être contre les nazis de base, hein, mais c'est parce qu'en fait, si tu veux, on a des exemples historiques de ce qu'il ne faut pas faire si on veut pas retrouver dans la même situation. C'est pas juste, ouais, point Godwin. Non, mais on a compris très bien, mais mettons 2 secondes de côté Hitler, la moustache et les camps, et juste prenons un truc qui s'est passé, qu'on n'a pas envie que ça se reproduise. C'est en train de se reproduire, ne le faisons pas. Tu vois, c'est ça le truc. Et c'est pour ça que moi, je trouve quand même je pense que Larsen a accepté le projet parce que ça lui permettait de placer ces trucs-là. Sachant qu'il accepte de le faire alors que techniquement, pour son pays, c'est un petit peu trop tard, quoi. Oui, mais toute initiative est bonne à prendre. Oui, tu vois. Certes, quand t'as un mec qui vient voir Peter au Black Cat, d'ailleurs ça c'est pareil. Ils en ont fait un bar à whisky, quoi. Enfin, bref, c'est pas grave. Mais quand il va le voir au Black Cat bar, et que c'est un des mecs de son enfance, tout qui lui dit ouais, il faut qu'on se serre les coudes. Tu sais, ce Hitler, il dit pas que des conneries, il y a quand même beaucoup de migrants. Tu sais, il dit pas les juifs, non, il dit juste il y a beaucoup de migrants qui viennent dans le pays. Ça, tu vois, c'est Larsen qui te fait un coup de coude en mode, tu vois, Hitler aussi, il s'est coquiné des gens en parlant de migrants, parce que c'est comme ça que Trump a été élu, c'est comme ça que tous les partis d'extrême droite du monde se font élire. Donc là, voilà, moi je trouve qu'il y a quand même une bonne intention, donc j'ai pas envie de jeter le projet à la poubelle. Néanmoins, je trouve quand même que c'est mal narré. Le découpage de l'action est trop bizarre. Le twist, la révélation, elle tombe beaucoup trop tard. Ces vilains nazis, du coup, ne paraissent même pas être directement en accord avec ce qui se passe au niveau de l'enquête. Et quelle enquête? D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'enquête. Il n'y a pas de point A, point B, j'ai parlé à machin et bidule. Bah non, parce qu'en fait, on sait, tu l'as dit toi-même, hein, on sait directement en fait qui est responsable, et en fait, on passe 3 numéros sur les 5 à suivre Peter qui sait juste pas comment il va dire la vérité, qui connaît depuis le départ, en fait, et effectivement, est une autre révélation que tu n'as pas spoilé, qu'on ne spoilera pas ici, puisque pour le coup, ça, là, c'est vraiment dans l'intrigue, au dernier truc, qui effectivement tombe de nulle part. Comme le cheveu sur la soupe. Ah oui. Que tu bois. Et même Gwen Stacy, moi, c'est une de mes personnages préférés de cette, comment dire, rock galerie des copines de Peter, mais, la Love Gallery, alors. La Love Gallery est pas mal. Ce qui en effet, en fait, c'est jamais qu'une orpheline éplorée, quoi. Il y a rien de Gwen Stacy dans cet album, son côté lumineux, son côté angélique et tout, non mais c'est vrai. Tu vois? C'est ce qui distingue. Tu vois qu'on peut pas mettre un personnage et lui donner un nom. Oui, mais j'aime bien ce personnage-là. Je t'ai pas dit le contraire. J'ai dit, je m'en bats les couilles de l'autre personnage auquel nous faisons référence. Ouais. Néanmoins, on va spoiler les gens, là. Non. Néanmoins, tout le monde s'est déjà fait spoiler. Néanmoins, le fait est que, du coup, ça profite pas de son matériel.
Tu vois, quand tu prends Robbie Robertson dans Eyes Wide Face, tu te dis, mais Robbie, en général, c'est un personnage secondaire. Ils l'ont transformé, ils l'ont magnifié, ils ont fait un propos ultra pertinent sur la cruauté des Blancs, etc. Tu prends Black Cat, même pareil, dans les vieux Spider-Man noirs. Pareil, géniale réinvention et tout. Là, ils ont Gwen Stacy, ils n'en font rien. Ils ont George Stacy, ils en font un peu n'importe quoi. Le Spider-Man noir lui-même, son trajectoire ne progresse pas parce qu'à la fin de l'histoire, encore une fois, on dirait qu'il a raccroché les gants. Et il est littéralement, il s'est passé pour mort, entre guillemets. Donc ça pourrait très bien être la fin de la série. Marvel pourrait ne plus jamais rien en faire. Et en vrai, vu qu'il y aura probablement pas de saison 2 pour la série Prime Video, on peut imaginer que c'est la fin. Mais dans l'intro de la VF, en plus, je crois que la personne qui a rédigé l'intro dit utilise un terme. Attends, je vais te le retrouver, mais qui utilise un terme un peu qui fait effectivement très. C'est la conclusion, quoi. Bah oui, parce que si tu lis, tu peux très bien te dire, voilà, Marvel a réglé le problème. Cette continuité n'est plus en friche, cette continuité n'est plus en l'attente de futurs volumes. Après, bon là, la porte, elle est laissée ouverte, même s'il la ferme à la fin de l'histoire, au sens propre, dans le sens où il y aura peut-être un jour un nouveau film spin-off de Spider-Verse, où Spider-Noir d'un coup aura un nouveau gain de popularité, ou alors l'idée des séries Marvel noires avec les X-Men, Punisher, Iron Man et tout, elle était bonne de base. Peut-être qu'un jour, s'ils refont un concept de style What If en bien, la série animée, je veux dire, mais si un jour ils la refont en bien, ils pourront pourquoi pas adapter Luke Cage noir ou Daredevil noir ou je ne sais quoi. Et donc peut-être qu'un jour, effectivement, l'envie leur repoussera de faire un truc comme ça. Maintenant, moi, je reviens quand même au truc, c'est que au final, et c'est pas juste parce que Sapolsky est français et qu'on est chauvin et que c'est trop bien d'avoir un scénariste français qui a créé un personnage bien, enfin je veux dire un bon personnage qui a eu 2 très bons volumes, c'est aussi, parce que ça je m'en fous, il pourrait être uruguayen, je serais tout aussi fan de la série. Le fait est par contre que on a eu une très bonne déclinaison du multivers, et quelque part on peut même se dire que Spider-Man noir c'était un peu du absolute avant l'heure, c'est-à-dire que c'est une relecture d'une continuité qu'on connaît, dans un contexte différent, plus violente, plus sombre, plus politique, plus pertinente et tout, mais qui ne sacrifie rien de ses origines traditionnelles. Il y a toujours le message grand pouvoir, grande responsabilité, il y a toujours un gobelin qui est un gangster et tout. Voilà, ils ont fait 2 très bons volumes, et après ils ont décidé tout seuls comme des grands de ne plus jamais en refaire de bien. Moi je trouve ça vrai. Je m'en étouffe. Ouais. Je trouve ça vraiment dommage. Du coup, ce volume m'agace plus qu'il ne devrait, parce qu'au fond c'est qu'une lecture à la con, c'est un truc mainstream de flux que t'auras oublié dans 2 mois. Mais par contre, quand tu te dis pourquoi vous avez à ce point-là envie de ne pas rappeler Hein et Sapolsky, ils sont encore là dans l'industrie. Bah parce que Sapolsky ça l'intéresse plus par contre. Je pense que tu le rappelles, tu lui écoute moins cher qu'Eric Larsen, hein. Oui, sûrement, mais non, mais c'est Sapolsky, il fait faire Square Graphics depuis des années, il a ses propres créations, il gère les projets, enfin, il fait plein d'autres trucs. Mais ils ont ramené Bendis, tu vois. Il est quand même #Indies are best sur tous ses posts et tout ça. Certes, mais et il a fait son deuil en plus, tu vois. Oui, mais tu vois, ils ont ramené Bendis alors qu'il est littéralement parti chez la concu, ça s'était pas très bien passé quand il s'est barré. Il est après reparti chez. Enfin, ils ont ramené Bendis, il a fait une petite histoire. Hein. Oui, mais ils l'ont ramené. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'ils en sont à ce point de nostalgie un peu aveugle. Mais Larsen, ça n'a aucun sens de le ramener sur Spider-Man noir. Enfin, c'est juste pour le nom Larsen, tu vois. Après, Sapolsky, il a pas un gros nom, tu me diras, mais ou même juste Hein tout seul. Dans ce cas-là, tant pis. Hein, c'est encore une valeur sûre du marché. Hein n'a plus un nom qui porte beaucoup non plus, tu vois, en vrai. Mais après, oui, j'imagine que si tu dis à Fabrice et David, bon, en fait, on vous reprend, on vous donne un gros billet et vous refaites votre Spider-Man noir et vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez, j'imagine que peut-être ça les intéresserait, mais au-delà, mais sinon non. Enfin, si là on lui avait dit tu veux revenir faire Spider-Man noir, mais il faut que tu raccordes les ponts avec le multivers et tout ça, il aurait dit bah non, qu'est-ce que vous êtes sûr. Bref, donc vous l'aurez compris, on n'a pas trop. Il disait quoi à la fin, tu cherchais? Donc c'est ça, il y a bien marqué, aujourd'hui le héros de la Terre 90-214 conclut ses aventures multiverselles dans les comics. Il présente, tu vois, vraiment comme je trouvais l'information, j'ai fait c'est comme ça que vous le prenez. Quel gâchis, quoi. Mais ouais. Donc voilà, on n'a pas très envie de vous le recommander, vous comprendrez, vous pouvez toujours, s'il est dans une bibliothèque, jeter un œil dessus, mais par contre, on vous recommande les 2 premiers volumes de Spider-Man noir à retrouver en poche, si vous voulez, et en Marvel Deluxe, si le bouquin est toujours disponible aussi. Je vais vous mettre des liens dans la description pour ces 2 volumes aussi. Ce sera peut-être sûrement plus efficace puisque ceux-là, on vous les recommande vraiment. Et on va terminer déjà ce Back Issues avec le grand retour de Samantha Strong, notre Orson serial killer préféré, avec le 2e tome de Beneath the Trees Where Nobody Sees de Patrick Horvath, qui est sorti aux éditions Ankama en ce début de mois de juillet, sous-titré Rite of Springs, les rites de printemps, qui se déroule 10 ans
après les événements du premier tome, dans lequel on découvrait justement ce mélange de Dexter et de Petit Ours Brun. Samantha qui gère la quincaillerie de... 8 ans. 8 ans? Oui, parce que son frère est mort il y a 8 ans. Oui, enfin, c'est une dizaine d'années, quoi. C'est la décennie d'après. C'est plus les années 80, c'est les années 90. Tout à fait. Le début d'Internet aussi. Exactement. Et voilà, cette période temporelle. Et donc, voilà, dans le premier, on était dans la ville de Woodbrook, où on découvre donc Samantha, qui est cette oursonne, qui tient une quincaillerie, et qui, à intervalles réguliers, va vers Centerville, la grande ville, pour aller buter quelqu'un au hasard. Ce faisant, dans le premier tome, en fait, quelqu'un avait découvert son identité et devenait aussi serial killer pour attirer son attention, et tout ça, et se faisait finalement quand même zigouiller. Et en fait, dans ce deuxième tome, on repart justement d'un meurtre qu'on voyait dans le premier tome. Sauf que voilà, on se situe des années plus tard, et en fait il y a la sœur de cette victime qui est toujours à la recherche de son frère, et qui désespère pas, et il y a ce côté de c'est le début d'Internet, il y a des forum boards et tout ça, et des forums d'enquête criminelle un peu par les internautes, et donc quand elle fait une recherche, et à un moment quelqu'un lui répond, si t'es à la recherche de ton frère, tu devrais venir à Woodbrook. Et en fait, à Woodbrook, elle va tomber sur Samantha qui, de façon curieuse un peu, joue avec le feu, puisqu'elle va décider de l'aider à retrouver le corps de son frère disparu, sachant que c'est elle-même qui l'a tué. Vers où est-ce que ça va mener, on ne vous le dira pas, bien entendu, puisque c'est tout l'intérêt quand même de ce genre de récit à suspense, surtout que c'est aussi comme la première mini-série, c'est un truc assez court, ça se lit assez rapidement. Toujours dans cette belle édition d'Eau Toilée, qui était déjà très jolie pour le premier tome. Alors il y aura plus d'effet de fab sur la couverture, parce qu'il y avait un petit peu de vernis sélectif avec les feuillages, mais là il y avait pas forcément de raison de le faire. Corentin. Oui. Je crois que tu avais bien aimé quand même le premier volume. J'ai bien aimé. J'ai très bien aimé. Ça avait été une vraie découverte. Patrick Horvath, qui a fait du cinéma de genre avant, et dont c'était la première vraiment excursion, pas la première chronologiquement, mais parce qu'il y avait Free for All avant. Mais voilà, c'est quand même. Qui était auto-édité. Ouais, c'était sa première vraie BD éditée chez IDW. Ça a explosé. Ça a attiré l'attention des éditeurs français, et c'est Ankama qui a récupéré le jackpot, parce que ça a très bien marché pour le premier tome, et je crois qu'en plus ça a l'air de bien fonctionner aussi pour ce deuxième-là. Ça a aussi attiré l'attention d'Hunter Gorinson chez Omnipress, qui a réédité Free for All en single premium, on va dire, et qui lui a confié les rênes de Archie in Hell, qui commencera au mois de novembre, qui sera une série d'horreur dans le monde d'Archie Comics. Donc encore une fois, mélange univers pour enfants détourné pour faire un truc plus morose. C'est un peu sa marque de fabrique. Ouais. Alors, vas-y. Ce verdict sur ce deuxième tome, sachant qu'on sait déjà que y aura un troisième, qui vient d'être annoncé, qui est annoncé à la San Diego Comic Con, qui démarrera en 2027. Donc, je pense qu'on l'aura soit en fin 2027, soit début 2028 chez Ankama aussi, pour faire la fin, quoi. Le fait qu'il y ait un troisième informe aussi beaucoup de mon avis, parce que je pense que c'est plus une histoire de transition. Dans le sens où la première BD était pas sûr d'avoir une suite, en fait. Tu sais jamais quand tu lances une série indépendante, et le fait est que ça a été un petit succès commercial, ou en tout cas un gros succès d'estime aux États-Unis et aussi un petit peu en France. Donc là, effectivement, nous, quand on l'avait interviewé, il nous avait déjà dit qu'il avait 2 projets en tête pour enrichir cette mythologie-là. Et ça se ressent, je trouve. Là, on est plus sur un truc qui... La première série, la première saison, entre guillemets, le premier album, me faisait effectivement beaucoup penser à Dexter, parce que Dexter, tu suis un tueur en série, tu suis un... Vas-y. C'était vraiment la saison 4 de Dexter, quoi. Avec le Trinity Killer. Oui, tout à fait, en un sens. Mais en même temps, il y avait aussi la découverte, du coup, parce que... Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, parce que ça commence un peu à dater, Dexter, le personnage de Dexter, le tueur en série, c'est un psychopathe qui, parce qu'il était traumatisé quand il était gamin, il a assisté à la mort de sa mère, je crois, est adopté par un flic bienveillant, en fait, et un flic qui, paradoxalement, aime son enfant. Et du coup, va lui apprendre que, ok, t'as des instincts meurtriers, t'as besoin de tuer, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas tuer seulement les criminels. Et comme ça, tu vas devenir une sorte d'extension de mes idées à ta façon. Un Punisher médecin légiste. Exactement, voilà. Et donc, pas légiste, analyste de scènes de crime. C'est ce qui rendait le concept de Dexter assez génial, qui malheureusement s'est un peu étiolé au bout d'un moment. Là, on était un peu pareil, parce que il y avait l'idée qu'en fait, Samantha a besoin de tuer. Elle a besoin de tuer pour faire le vide dans sa tête. Et il y avait aussi un propos un peu à la Beastars, dédicace à Kamui s'il nous écoute. J'ai pas lu. Beastars, c'est un monde d'animaux, en fait. Je vois ce que c'est. Voilà, évolués, mais qui ont gardé des instincts animaliers, en fait, simplement. Et là, il y avait un peu cette idée-là, c'est-à-dire que
dans un monde d'animaux, parce qu'il y a des animaux anthropomorphes dans Beneath the Trees, il y a des animaux normaux, animaux Il y a des ours. Ouais. traditionnels. Et en fait, elle incarnait un petit peu cette espèce de refus de la civilisation, cette espèce d'instinct tribal originel, en fait, de moi, je reste une ours et les ours tuent. Les ours, dans notre nature, dans notre instinct, on a besoin, on est des prédateurs. Et donc, je continue à entretenir cette espèce de pulsion qui me permet de mettre de l'ordre dans mon esprit avec une façon très professionnelle et très travailleuse, en vérité très besogneuse, d'accomplir ses meurtres. D'ailleurs, là, elle en parle avec un champ lexical du travail. Hein. Elle dit, il reste encore un ours au travail dans la forêt. Le fait que ce soit aussi une maçonne, une nana qui tient une quincaillerie de bricolage, entre guillemets, une bricole. Il y a un terme pour ça, je sais pas, mais c'est une nana qui, est très forte en peinture, en découpage de planches. Une bricoleuse. Une bricoleuse. Voilà, une bricoleuse. Il y a un côté, effectivement, pour elle, tuer et commettre un de ces crimes, c'est comme réaliser un projet de bricolage, un projet comme monter une table, réparer un toit, etc. Donc là, on est encore un peu là-dessus, sauf que ça va s'étoffer avec le passage du temps pour un propos plus riche qui fait très Ghibli pour le coup, l'urbanisation. C'est-à-dire la construction des autoroutes et des villes qui restreint l'espace naturel des animaux, un truc dont on a beaucoup parlé récemment avec les canicules et les feux de forêt, au point que justement, dans un monde d'animaux anthropomorphes, on associe ça justement en fait à la disparition de l'instinct naturel. Et quand tu vois en fait Woodbrock, c'est un peu la dernière communauté qui fait très carte postale, très conte pour enfants, très petit ours brun, très Franklin la tortue. Il y a un Franklin la tortue. Il y a un Franklin la tortue. Tout à fait. Et donc effectivement, le fait est qu'il y a un côté aussi, la ville écrase et la ville ne correspond pas aux instincts primaires des animaux. On voit au début l'héroïne qui justement est dans une ville qu'elle déteste et qui après va quitter Woodbrock, et les constructions environnantes poussent aussi même les ours à se déplacer vers Woodbrock au point qu'on les croise dans la rue, etc. Parce que justement, il y a ce dialogue entre la nature qu'on a domestiquée, donc nous les humains, qui sommes des singes au départ, et la nature réelle qui est encore là dehors, la forêt, etc., qui est un endroit de moins en moins hospitalier. C'est pour ça que je parle de volume de transition, en fait, c'est que comme il a mis cette espèce de saut temporel, ça fait un propos qui est super intéressant sur justement la progression des États-Unis et comment ces petites communautés rurales sont de plus en plus proches des villes, et que donc dans l'histoire, pour elle, ça veut dire qu'elle peut plus chasser aussi facilement, et que donc du coup elle espace ses meurtres, etc., qu'il faut qu'elle soit plus prudente, et qu'elle va plus loin aussi, et que à l'inverse, ça revient du coup à ce propos sur en même temps, est-ce que c'est vraiment sa place à elle qui veut rester un ours sauvage alors que justement la civilisation la rattrape petit à petit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que ça m'est pas du tout frappé comme ça à la lecture, parce que moi je vois un truc beaucoup plus pragmatique. C'est juste qu'il y a eu un serial killer à Woodbrock en tant que tel, elle a réussi quand même à s'en sortir sans se faire démasquer, et donc simplement juste pour plus attirer l'attention, elle va plus loin, elle part faire ses meurtres ailleurs que dans la forêt d'à côté, parce que juste en fait sinon elle se fait gauler, tu vois, beaucoup plus terre à terre pour le coup, ouais, tu vois. Oui, mais après si tu vois les signaux, mais on peut ouais. Moi je le vois, tu peux le voir parce que c'est écrit en gros, tu vois, l'ours qui se prend une balle alors qu'il est en pleine ville, l'ours sauvage qui se prend une balle alors qu'il est en pleine ville, tu vois, c'est comme dans la première série où elle voyait les ours au loin, tu vois, elle voyait les ours au loin, il y avait une sorte d'échange de regards en fait on est tous les deux on est pareils, sauf que moi j'ai des vêtements et que je parle, toi tu vis dans la forêt. Là, quand elle va dans la forêt avec la meuf et elle a prévu entre guillemets de la zigouiller, ils sont interrompus par un ouvrier du chantier. Les dialogues du loup, du renard avec la petite taupe, où il lui dit en fait, tu vois, ils sont en train de construire une autoroute. Il va y avoir beaucoup de morts à cause de l'autoroute. C'est pas s'il parle des morts humaines ou des morts animales d'ailleurs, parce que c'est pas précisé. Et il dit en fait, tu vois, c'est comme à l'époque des rites du printemps où on sacrifiait quelqu'un en échange de belles récoltes. Et en fait, on se dit qu'on est civilisé et qu'on n'est plus des animaux, mais en fait ça on n'a pas vraiment renoncé. C'est-à-dire qu'au prix de la civilisation et du progrès, comme pour les chantiers du BTP où il y a régulièrement des morts, tu vois, on est prêt à accepter qu'il y ait un quota de morts, tu vois. Pour moi ce dialogue il veut dire ça. Et c'est pour ça qu'en fait la conclusion de l'histoire, sans vous spoiler, appelle à un déplacement géographique. Ouais. C'est pour ça qu'elle a besoin d'aller nulle part entre guillemets pour retrouver son côté naturel, tu vois. Voilà. Pour l'analyse intellectuelle. Ah ouais, très, très poussé. Néanmoins, au global, je trouve ça bien rythmé, mais j'ai un petit problème avec la deuxième partie de l'album, qui à mon sens va beaucoup trop vite. Je pense que là, on est moins sur du Dexter et plus sur du Hannibal, en fait. C'est-à-dire que dans Hannibal, tout l'argument qui rend Hannibal génial, c'est pas simplement d'avoir un tueur qui bouffe les gens, hein, parce que ça, c'est bon, il y a d'autres fictions et des cannibales. C'est le rapport que Hannibal Lecter a avec Will ou avec Clarisse, les deux détectives qui viennent le consulter et voir qui sont ses amis, et avec qui, en fait, il sent une proximité. C'est-à-dire que chez Hannibal, en fait, il y a un côté très, très maléfique, très démoniaque. Hannibal veut réveiller la passion meurtrière des gens.
Et avec Will, par exemple, il y a une vraie rencontre, si vous avez vu la série de Bryan Fuller, où en fait c'est presque une romance. C'est-à-dire qu'en fait pour lui, Will qui arrive à comprendre, ou si vous avez vu le film le sixième sens de Michael Mann, Arnaud, tu l'as vu ça quand même. T'as pas vu le sixième sens de Michael Mann? Moi j'ai vu le sixième sens de Shyamalan, mais pas non, de... ça c'est sixième sens, pas le sixième sens. Ah bah ça s'appelle Manhunter en VO si vous intéresse. Mais du coup voilà, ce qui est intéressant chez Hannibal, c'est qu'en fait c'est un passionné de l'absence de santé mentale. C'est qu'il a envie que les gens deviennent fous et se mettent à tuer comme lui. Il révèle leur plein potentiel parce que les gens ont du potentiel chez Hannibal Lecter s'ils zigouillent d'autres gens. Il a une passion pour les tueurs en série, comme un détective. Là, il y a un peu pareil avec Samantha. C'est-à-dire que d'un coup, on n'est plus dans le Dexter au sens où c'est plus une héroïne pour laquelle tu peux, entre guillemets, te sentir proche ou complice. Parce que ça, c'est aussi un truc très présent. Toi, qui regardes beaucoup de films d'horreur. Quand le héros du film d'horreur est le tueur, t'as pas envie qu'il se fasse choper. C'est un réflexe humain, en fait. La caméra est proche du personnage. Tu vis avec lui son aventure et t'as pas envie qu'il se fasse choper. Et pourtant, j'ai eu beaucoup moins d'empathie pour Samantha dans cet album que dans le premier. C'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Non, mais mais justement, là, pour le coup, tu peux plus s'aider avec elle parce que t'as un flashback sur sa relation à sa famille. Qui est, tu peux plus en fait. Là, mais même, non, okay, mais même sans celui-là, même par rapport à comment elle joue avec l'autre, par rapport au fait que tu sais quand même ce qu'elle est et que tu te rappelles quand même qu'effectivement, c'est pas Dexter justement. Exactement. Elle ne tue pas des gens qui méritent de mourir. C'est vraiment, t'étais là au hasard, t'étais là, pas de bol, et c'est toi qui vas y passer. Et ouais, tout au long de l'album. Je vais pas dire que j'avais envie de fermer le bouquin et passer à autre chose, mais j'étais quand même genre. Ouais, il y a une cassure, quoi, vraiment. Oui, il y a un côté sadique. Samantha, elle est horrible, quoi, en fait. T'assistes au sadisme d'une psychopathe qui, en fait, s'amuse de l'idée que quelqu'un a investi autant de temps à faire des recherches sur son travail, est-ce qu'elle a fait son travail. Et gothique. Au point de trouver qu'il y a une sorte de, comme avec Will, c'est Will Turner, je crois qu'il s'appelle. Non, ça, c'est dans Pirates des Caraïbes. Je sais plus. Will Graham, dans Hannibal. Où justement, il y a un côté, en fait, toi et moi, on se comprend. Toi, en fait, tu m'as chassé pendant 8 ans. Toi aussi, t'as ce côté un peu sauvage d'aller devoir aller au fond des choses, comme moi, je veux aller au fond des cadavres et tout. Et ça, effectivement, je trouve ça assez intéressant, mais ça manque un peu de place. Parce que dans son récit, Horvath a mis beaucoup plus d'emphase sur les civils de Woodbrook, pour une raison qui se justifie à la fin, c'est qu'à la fin, toute la ville est concernée par ce qui se passe. Donc, c'est bien de mettre en avant les identités annexe et pas juste pour que tu te rendes compte de l'importance de ce qui se passe, ouais. Et aussi de la gravité de ce qu'elle commet, parce qu'elle commet ça sur les gens avec qui elle a grandi, les gens qui sont dans son quotidien immédiat. Elle a vraiment aucun sentiment pour les autres, quoi. Tout à fait, c'est fou. Et quelque part aussi une envie de renouvellement, parce que c'est vrai que là, quand tu finis l'album, tu sais que tu vas vraiment changer d'environnement pour de bon et tout. On sait pas d'ailleurs si qui est vivant et qui est mort à la fin. Je trouve ça assez intéressant. La narration, les premiers numéros pour moi vraiment emportent la timbale. J'aime bien cette espèce de fascination sur les couvertures, de la nostalgie des premiers, pas de l'informatique domestique, avec, tu sais, voilà, les vieilles fenêtres Windows 95 et tout, les vieux forums où c'était juste du texte, quoi. Enfin, les forums, c'était pas des forums, c'était des message boards, quoi. C'était le Minitel, où c'était juste du texte. Pareil, quand elle va étudier les microfilms de la presse, où il t'explique comment marche un lecteur de microfilms de la presse de l'époque, parce que ça n'existe plus du tout aujourd'hui. Il y a un côté dans certaines archives, ça doit forcément exister, où tout n'a pas été numérisé. Mais c'est plus vraiment par là que tu passes, tu vois. Tu passes par la Wayback Machine ou archive.org si tu veux trouver des vieux articles de presse. Tant que ça existe, ouais. Tant que ça existe, ouais, effectivement, Wikipédia. Mais voilà, le fait est que il y a une vraie ambiance qui est super cool. Pour moi, il y a un problème de rythme quand même. Ça fait très bien son boulot. C'est un peu moins gore que le premier, puisque beaucoup moins gore même, en vrai. Moi, j'étais un peu j'étais sûr. oh toi, le goromètre il est beaucoup plus bas, hein. Exactement, je te le dis. Moi qui partage cette sociopathie avec Samantha, j'ai très peur, hein. J'étais déçu. Bah ouais. J'aurais aucun remords quand je te buterais dans les bois. C'est sur la bande audio, ami de la police. Il y a des aveux. Auditeurs, si je disparais un jour, il y a des aveux. Vous chercher. Voilà, c'est prémédité. Ça peut être assumé, amplifié. C'est pour ça que je fais de la boxe, en fait. C'est pour me défendre si un jour ça. C'est pour ça que j'ai pris un skate, parce que je sais que je pourrais pas t'avoir juste avec mes mains. Allez, blague à part. C'est moi. Blague à part. Blague à part. Tu fais quoi ce soir, Corentin? Non, c'est On va boire un verre ensemble.
Vérifie ce Il y aura les témoins, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Fais gaffe à ton verre. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est beaucoup moins violent quand même, je trouve, que le premier tome. Oui, mais c'est plus sur le facteur humain, animalier. Mais pourtant, ouais, mais tu ressens quand même vachement plus l'horreur de ce qu'elle est, quoi. Oui, et puis justement, c'est, je sais plus, il y avait une saison de Dexter comme ça où il vrillait pour de bon et tu te disais, oh là là, t'es en train de, je sais pas si j'arrive à te suivre là-dedans, la Coco. Et peut-être c'est avec son meilleur pote, là, celui qui était joué par le père de Leia Organa. Dans la 3, je crois, je ne sais plus. Mais il y avait vraiment un moment donné où tu te dis, ok, d'accord, j'ai créé un monstre, entre guillemets, gentil, un monstre sympathique. C'est-à-dire que dans le premier volume, Samantha est très froide, en fait, par rapport à tout ce qui arrive. Elle est très neutre et on plonge assez peu. En fait, elle évoque son quotidien. Elle évoque ce que ça lui fait de tuer. Et elle évoque le challenge que présente Nigel. Donc l'autre psychopathe de la ville. Et à la fin, elle gagne, hein, spoiler alert, sinon elle serait pas là dans le deuxième volume. Mais là, pour le coup, il y a vraiment un côté plus, il faut que les gens comprennent bien que c'est la méchante, au sens Hannibal Lecter du terme, et que là, l'optique soit un peu de vous écœurer. Et du coup, c'est pour ça que la fin est très frustrante, c'est que tu te dis, merde, il y a aucune justice et tout. Il y a un trick, on verra. De toute façon, le troisième, c'est soit il y aura une conclusion, entre guillemets, heureuse, c'est-à-dire que Samantha va mourir, et qu'elle va peut-être payer quand même pour tous ses crimes, ou alors, parce que, enfin, je vais pas dire que je connais Horvath parce que je le connais pas, mais j'ai quand même beaucoup discuté avec lui à Angoulême quand il était venu. Et connaissance que ce côté, c'est un sociopathe tous les deux. C'est un réalisateur, c'est un scénariste de films de genre aussi. Donc nous, on aime bien aussi aller dans l'immoralité. Moi, je vois très bien un troisième volume. Il a la tête d'Arnaud. Où en fait, quand il a dit immoralité, ses yeux se sont éclairés. Voilà. Où elle s'en sortira. Je tue des gens. Elle s'en sortira et ce sera immoral de ouf. L'Alsace, d'ailleurs. L'Alsace, il me cherche encore fusil. Non, mais tu vois, enfin, il peut y avoir quelque chose où effectivement, où tu seras révolté en tant qu'être humain parce que tu te dis, mais c'est pas possible, elle peut pas s'en sortir après tout ce qu'elle a fait. Et en même temps, c'est ce qui va faire, ce qui peut faire la force de l'histoire. Après, il y a peut-être une troisième voie que Patrick seul connaît pour l'instant, mais. Après, moi, je trouve que ça marche un peu moins bien quand le Boogeyman ou la Boogeywoman, en l'occurrence, enfin, la Boogie Orson, la Berryman. Non, ça marche pas. La Boogie Bear. Le Boogie Bear. s'en sort sans égratignure. Tu vois, pour le coup, ce qui pour moi marche bien, par exemple avec les slashers ou quoi, c'est quand même que le monstre, quand il s'en sort, il s'en prend plein la gueule, tu vois. Et donc, il y a quand même une sorte de petit elle va prendre très cher dans le troisième. Hein. Souffre, saloperie et tout, mais comme Hannibal, tu vois, qui régulièrement sort des histoires un peu écornées et tout. Là, je me dis, il aurait peut-être pu charger la, parce qu'il y a un trick de scénariste qui m'énerve. C'est quand on te dit, intervention divine, mais je te la justifie en te disant c'est quand même bien du hasard. Ou là, littéralement, elle fait un monologue pour te dire est-ce qu'il n'y a pas une volonté divine pour que je m'en sorte? Parce que quand la bagnole arrive et tout, tu vois, regarde, c'est ouf. Et t'as envie de dire mais Horvath, c'est toi en fait, Dieu dans la BD là. C'est toi qui lui facilite la route. Tu peux pas juste me dire coïncidence. Parce qu'il a conscience un peu de la facilité de ce retournement de situation. Moi, j'avoue que ce soit pas que ça me gaffe parce que il est très bien l'album. Hein. Mais c'est juste que j'aimerais bien que tu ne sentes pas à la fin de l'histoire que il a quand même envie qu'elle s'en sorte pour le volume 3. C'est là que je parlais de une transition. Ouais, ce sera plus agréable à relire en trilogie. Enfin, c'est très agréable à lire. Ça fera sûrement une chouette trilogie, mais c'est vrai que comparé au volume 1 qui était pensé comme un one-shot et qui n'avait pas de destination à avoir de suite, quand ils ont signé pour le 2, ils l'avaient signé pour le 3 aussi, en fait. C'est ce que j'ai dit dans l'intro quand t'étais parti et fermer la fenêtre. Ouais, désolé. C'est pour ça que je le répète là, mais voilà, mais c'est pour ça que tu le sens, en fait, que effectivement, là, il allait pas faire un truc qui était foncièrement autoconclusif. Bien sûr. Après, sinon, on n'a pas parlé du dessin, mais c'est toujours aussi bien. C'est chouette, ouais. C'est vraiment très agréable, ce côté crayonné, pastel, et ces designs d'animaux. Beatrix Potter, un peu like, quoi. Ouais, un petit peu, ouais, tout à fait. Qui font, c'est pas un personnage d'Harry Potter, en vrai, c'est une dessinatrice qui dessine des animaux anthropomorphes. Voilà. Je le dis parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas lu l'histoire d'un vilain rat. Mais ils ont peut-être lu du Beatrix Potter. Lu du Beatrix Potter. Elle est quand même très 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 connue, donc. Peut-être. Parlons là-dessus. Néanmoins, voilà, c'est très agréable à l'œil. Il y a une vraie construction dans les cases aussi qui est super sympathique. On voit un vrai petit univers. Effectivement, il y a un personnage qui ressemble beaucoup à Franklin la Tortue, à tel point que c'en est consternant. C'est Franklin. Oui, c'est Franklin la Tortue. Mais est-ce qu'il va lasser ses putains de chaussures à un moment donné? Parce que je veux que Franklin laisse ses putains de chaussures. Mais du coup, ouais, global quand même une très bonne lecture. Et un univers graphique qui se fait bien plaisir, quoi. Et pour conclure, du coup, parce que effectivement c'était un débat qu'on avait eu, je vous gâche les coulisses, dans les First Print Awards avec Kamui Robotics, notre ami Kamui, Daniel Andreev, qui avait dit moi j'aime pas Beneath the Trees parce que c'est comme Beastars.
Alors, entre-temps, j'ai pris le temps de regarder l'animé Beastars. J'ai pas lu le manga, par contre, je suis désolé, peut-être que c'est le manga auquel il faisait référence. Ça a absolument putain de rien à voir avec Beastars. C'est peut-être pour ça, peut-être qu'il parlait de la BD, du coup, toi-même, tu fais une comparaison qui n'a pas de sens. Le pitch, c'est l'idée, en fait, grosso modo, qu'effectivement, les animaux gardent des tendances animalières. Oui, des instincts. Sont anthropomorphes. Mais là, on est clairement, enfin, c'est une histoire de genre, en fait. Ça pourrait être des humains, entre guillemets. Oui, là, c'est juste que t'as un décalage volontairement assumé de dire, bah, regardez, on vous fait un univers que vous associez généralement à un imaginaire mignon et pour enfants, et on va vous en faire un truc proprement horrible, comme Happy Tree Friends à l'époque, comme Pipoudou plus récemment. C'est pas horrible, Pipoudou. Non, mais oui, mais c'est pas pour les enfants. Ils font des grippettes. Oui, mais c'est pas pour les enfants. Ils font des trucs que les enfants ne sont pas censés regarder. Mais voilà, et on détourne à chaque fois des codes d'un imaginaire très enfantin pour en faire quelque chose de beaucoup plus adulte. Et là, en l'occurrence, de très Exactement. sombre. Comme les petits animaux de la forêt dans South Park. Exactement. Gloire à Satan. Allez, donc, Beneath the Trees, on a des réflexes comme ça. Beneath the Trees, Where Nobody Sees, Rite of Spring. C'est disponible chez Ankama pour 20,90€ en librairie. Et on en a terminé pour ce Back Issues. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous avez lu les albums de cette sélection ou si vous comptez en lire l'un ou l'autre après nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez lu récemment sinon, à partager ce podcast pour le faire découvrir, à en parler autour de vous. Vous pouvez rejoindre la discussion sur notre Discord et aussi nous soutenir sur notre page Tipeee pour qu'on puisse continuer de vous faire des podcasts pendant longtemps. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!